va pouvoir démarrer la présentation des 16 doctorantes et doctorants. Et donc, sans plus attendre, j'appelle Lucas David. Je vous demande de l'encourager chaudement. C'est pas facile d'être le premier. Lucas ouvre le bal. Donc, Lucas va nous parler de sa thèse sur l'étude de la spécificité de substrat de l'enzyme DFR par modélisation moléculaire et il est au sein de l'Institut de chimie de Nice. Tout à fait. Lucas, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors, je donne le top. 3, 2, 1, top. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je cherche des fleurs pour une amie. Parfait. Une occasion particulière, une couleur en tête? Des coquelicots bleus. Ah, malheureusement, ça n'est pas possible. Les coquelicots n'existent qu'en rouge. Ah mince, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est justement ce que j'étudie. Pourquoi, chez certaines espèces comme les pétunias, les fleurs existent en rouge ou bleu, alors que chez les coquelicots, elles n'existent qu'en rouge? Tout est une question de chimie. Au cœur de la couleur des pétales de fleurs se cache une enzyme fascinante, la dihydroflavonol 4 réductase, ou DFR. Cette protéine interagit avec 3 différentes molécules, chacune donnant naissance à un pigment spécifique, rouge, orange ou bleu. Plutôt que d'expérimenter dans un jardin, je mène mes recherches dans un univers virtuel. Grâce aux simulations informatiques, j'explore le monde moléculaire de l'enzyme. J'observe ses mouvements, ses interactions, et je cherche à comprendre comment elle sélectionne une couleur plutôt qu'une autre. La nature est en perpétuel mouvement, et pour explorer cette dynamique, j'utilise la chémo-informatique, un domaine qui mêle chimie et informatique. En recréant numériquement l'environnement de l'enzyme, je peux voir comment elle réagit seule et au contact d'autres molécules. Mon objectif, décrypter les mécanismes subtils qui influencent son interaction avec les différents pigments. Par exemple, la DFR de coquelicot interagit préférentiellement avec une molécule appelée DHK qui donnera un pigment coloré rouge. C'est pour ça que la majorité des coquelicots sont rouges. Lorsque le DHK entre à l'intérieur de l'enzyme, il crée des liaisons qui le stabilisent. Mais il n'est pas le seul à pouvoir interagir avec l'enzyme. D'autres molécules, comme le DHQ et le DHM, peuvent également entrer en interaction avec l'enzyme. Et eux, ils ont l'avantage de pouvoir créer plus de liaisons. Chez certaines espèces, mon enzyme est spécifique et un peu exigeante et préfère n'interagir qu'avec le DHK. C'est par exemple le cas pour les coquelicots. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver de coquelicots bleus. Mais alors vous allez me dire, pourquoi m'intéresser aux couleurs des pétales de fleurs? Pour l'esthétique? Oui, mais pas seulement. Les pigments jouent un rôle essentiel. Ils attirent les pollinisateurs. Par exemple, les abeilles vont être davantage attirées par des fleurs de couleur bleue, alors que les papillons, eux, seront plutôt attirés par des fleurs de couleur orange. Mais ce n'est pas tout. Le pigment aide aussi la plante à se protéger du stress causé par les rayons du soleil. Alors, la prochaine fois que vous voudrez offrir un bouquet de fleurs, souvenez-vous qu'un véritable balai d'enzymes et de molécules se cache derrière chaque couleur. Et puisque les pollinisateurs choisissent avec soin leurs fleurs préférées, pourquoi ne pas en faire autant? Bravo, Lucas. Impeccable. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler maintenant à me rejoindre Maha El Abed, qui va nous parler donc de radar imageur haute résolution, intégrant une classification par intelligence artificielle pour améliorer la sécurité de l'espace public au sein du laboratoire d'électronique, antenne et télécommunications, le LEAT. Ma, est-ce que vous êtes prête? Oui, je le suis. 3, 2, 1, top. Je rêve d'un monde où mon fils pourrait aller à un concert, assister à un match ou même voyager sans que je ne m'inquiète pour sa sécurité. Aujourd'hui, où que l'on soit, qui parmi vous peut affirmer de ne pas croiser la route d'un cinglé armé? Nous avons tous besoin de nous sentir protégés, mais les contrôles de sécurité sont souvent pénibles. Prenons l'exemple des aéroports. Il faut retirer ses affaires, passer sous un portique,
attendre que le scanner génère une image complète et qu'enfin l'agent l'analyse. De plus en plus d'aéroports utilisent maintenant des scanners corporels où l'on se retrouve totalement figé dans la machine. Certes, ces technologies sont performantes grâce à leurs nombreux capteurs, mais elles nécessitent du temps et d'importantes ressources. Résultat, elles sont chères et uniquement réservées aux lieux où la sécurité est une priorité absolue, comme les aéroports. Et si on pouvait les déployer ailleurs? Dans le Cap 3000, par exemple, il faudrait alors des systèmes plus abordables et pour que le public accepte ces contrôles, il faut qu'ils soient plus rapides. Imaginez un passage fluide presque imperceptible. N'est-ce pas cela, la véritable liberté? Pouvoir se déplacer sans contrainte, allier notre besoin de sécurité à notre soif de liberté, tout en tenant compte des enjeux écologiques et économiques? C'est précisément l'objectif de ma recherche, concevoir un système de sécurité rapide, efficace et peu coûteux. Un système capable d'identifier immédiatement une menace, sans action nécessaire d'un agent de sécurité et sans entraver la fluidité de mouvement. Mon idée, exploiter les outils d'intelligence artificielle les plus avancés pour simplifier l'analyse. Aujourd'hui, les scanners actuels utilisent soit du temps, soit d'importantes ressources de calcul pour générer une image haute définition. En simplifiant ce processus d'image, l'IA permet ainsi une détection instantanée des objets dangereux. Mais autre avantage, en simplifiant le processus d'image, on peut réduire les capteurs, actuellement chers et encombrants. Il existe plusieurs configurations possibles, alors j'utilise des méthodes d'optimisation inspirées du vivant, connues pour leur top efficacité, afin de trouver la configuration idéale. En réduisant le nombre de capteurs, à la limite de la détection efficace, nous concevons un système de sécurité plus compact, plus abordable et ainsi mieux adapté aux espaces publics. À l'heure où je vous parle, j'ai développé un système capable d'identifier les armes et les explosifs avec 100% d'efficacité. Enfin, un monde où nous pourrons nous déplacer sans contrainte, sans craindre la moindre menace, sans personnes armées, et ça, sans faire la queue pour un contrôle de sécurité. Un monde où nous, parents, ou futurs parents un jour, pourront être plus relax. Bravo, merci, merci Maha. Alors, j'appelle maintenant à me rejoindre Léa Lacomblaise. Léa va nous parler de la fabrication et caractérisation des micropalettes d'Algane pour des micro-émetteurs UV efficaces. Et elle est au sein du Centre de recherche sur l'hétéroépitaxie et ses applications, le CREA. C'est ça. Léa, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, 3, 2, 1, top. Tout le temps, à toute heure, partout, que ce soit sur Terre, dans l'espace et même sous l'eau, on est envahi d'ondes pour la communication. Que ce soit les ondes électromagnétiques pour les téléphones portables, les ondes acoustiques pour les ondes lumineuses pour la fibre optique et même les ondes acoustiques pour les sonars. On est incapable d'arrêter de communiquer, notamment sous l'eau. Et tout cela, même si ça a un impact sur les cétacés, dont nos adorables dauphins, qui utilisent eux aussi les ondes acoustiques pour communiquer. Ondes dont on s'est d'ailleurs largement inspiré. La survie des cétacés est aujourd'hui mise à mal par les activités humaines. Les signaux acoustiques additionnés les uns aux autres vont modifier leur façon de communiquer. Ils ne peuvent se retrouver et donc se reproduire. C'est comme s'ils avaient constamment du bruit autour d'eux. Ils ne peuvent ni s'entendre, ni se comprendre. Des recherches ont alors été faites par les scientifiques afin de prouver que certaines ondes lumineuses, comme les ultraviolets, n'ont pas d'impact néfaste sur la faune et la flore marine. Alors, pourquoi n'utiliserait-on pas ces ondes spécifiques pour communiquer sous l'eau? Les UV, vous en avez déjà tous entendu parler. Ce sont ces ondes qui vous donnent des coups de soleil. Elles sont invisibles à l'œil nu, car leur longueur d'onde est inférieure à celle que notre œil peut voir. Les UV du soleil, quant à eux, ne passent pas la barrière de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas le changement de milieu entre le milieu de l'air et le milieu de l'eau. C'est pour ça que vous, lorsque vous êtes immergé sous l'eau, vous ne pouvez pas prendre de coups de soleil. Cependant, lorsque l'on met de façon artificielle et contrôlée des UV dans l'eau, ils se propagent et leur signal sera pur. Comment je contribue à tout ça? Eh bien, je travaille sur des micro-LED qui émettent dans les UV. On appelle ça des micro-LED parce qu'elles sont toutes petites, bien plus fines qu'un de vos cheveux.
Bon, je vous le cache pas plus longtemps, on sait déjà faire ces micro-LED. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout efficaces. Elles ne permettent pas une émission sur de longues distances. Voilà donc le cœur de mon sujet. Je travaille sur la structure ainsi que sur les matériaux afin d'améliorer l'efficacité de ces micro-LED. Pour ça, j'utilise un matériau très intéressant qui s'appelle le nitrure de gallium, auquel je viens ajouter de l'aluminium afin de former un alliage. Grâce à cet ajout, je vais pouvoir ajuster la longueur d'onde à laquelle je souhaite émettre. Ça paraît simple et maîtrisé comme ça, mais le problème, c'est que la plupart du temps, mon matériau se fracture. Et c'est là que les choses se corsent. Plus j'augmente mon pourcentage d'aluminium dans mon alliage, plus j'ai de risques de générer des défauts. Mon approche me permet de m'affranchir de ces défauts. Pour ça, je deviens une sculptrice. Je façonne mes microstructures pour faire en sorte que, telle une toile d'araignée, elles se déforment de façon élastique et donc ne se fracturent plus. Et tout ça à l'échelle du micromètre. Avec mon approche, j'espère pouvoir faire bouger les choses. J'espère faire en sorte qu'on utilise moins d'ondes acoustiques et plus d'ondes optiques sous l'eau afin que les cétacés, dont les dauphins, puissent de nouveau communiquer pour se retrouver. Merci. Bravo. Merci, Léa. Alors, notre prochaine candidate s'appelle Gwenaëlle Prigent. Gwenaëlle va nous parler des dynamiques d'innovation et écosystèmes entrepreneuriaux, la structuration de la filière des industries culturelles et créatives sur le territoire cannois. Et elle fait ses travaux au sein du groupe de recherche en droit, économie et gestion, le GREDEG. Oui, tout à fait. Gwenaëlle, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, 3, 2, 1, top. Bienvenue sur un plateau de tournage pas comme les autres. Il s'agit d'une ville entière, mais pas n'importe laquelle. La ville du cinéma par excellence. Ici, derrière le célèbre Festival de Cannes, le tapis rouge et les paillettes, s'écrit une autre histoire, celle de l'émergence et de la construction d'un écosystème entrepreneurial dédié aux industries culturelles et créatives, où producteurs, réalisateurs et créateurs de jeux vidéo tentent de transformer leur passion en un véritable projet entrepreneurial. Mais entre les rebondissements, les figurants inattendus et les défis à relever, le film est encore en cours de tournage. Derrière la caméra, moi, la chercheuse, en immersion dans ce laboratoire à ciel ouvert. Mon acteur principal, Cannes Bastide Rouge, une pépinière d'entreprise dédiée aux industries culturelles et créatives, nichée au cœur du campus universitaire Georges Méliès. Ici, créateurs, universitaires et étudiants se côtoient. On rassemble tout le monde dans le même bâtiment, on secoue et on observe. Le but de l'expérience, créer un pôle précurseur dans les industries culturelles et créatives au rayonnement national et pourquoi pas international. Mais comment cela fonctionne et comment faire encore mieux? Pour y répondre, je mène l'enquête. Entretien, observation, immersion sur le terrain. Bref, j'ai infiltré le milieu. Bon, je n'ai pas encore décroché de rôle dans un film, mais qui sait, peut-être un jour. Bon, en attendant, pour bien comprendre cette intrigue, il me faut un bon scénario. Et pour cela, je m'appuie sur la théorie des écosystèmes entrepreneuriaux, qui analyse les interactions entre les acteurs et leur évolution dans le temps. Et un peu comme une réalisatrice devant son casting, j'observe les rôles et les dynamiques entre entrepreneurs, accompagnateurs, universités, associations et collectivités territoriales. Et comme dans une série aux multiples intrigues où se jouent tensions, alliances et rebondissements, il y a toujours un personnage qui est là depuis le début, mais qu'on ne comprend pas trop. Tiens, à votre avis, qui pourrait être ce mystérieux personnage ? Et si c'était la créativité elle-même, toujours présente, essentielle, mais difficile à caser dans un tableur Excel. Il faut bien l'avouer que l'activité entrepreneuriale dans le domaine artistique ne ressemble pas à une start-up au succès média, comme certains auraient eu tendance à le croire. Au final, ma recherche vise à donner des clés concrètes pour comprendre les industries culturelles, afin d'adapter, développer et structurer un écosystème où la créativité ne serait pas seulement un art, mais un moteur économique durable. Parce qu'à Cannes, comme ailleurs, les entrepreneurs culturels ne demandent qu'à briller, à condition qu'on leur donne les bons outils pour écrire leur propre scénario entrepreneurial. Alors, moteur, action et entreprenez. Bravo, merci Gwenaëlle.
Alors, j'appelle maintenant Vincent Foriel à me rejoindre. Il va nous parler d'interférométrie adaptive à annulation de noyaux réglables pour la détection directe de planètes extrasolaires au sein du laboratoire Joseph-Louis Lagrange. Exactement. Vincent, est-ce que vous êtes prêt? Autant qu'on peut. Alors, 3, 2, 1, top. Est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers? Oups, pardon. Alors oui, je sais, c'est une question vieille comme le monde, mais moi, depuis tout petit, elle me seconde. Imaginez seulement qu'il existe plus de 150 milliards d'étoiles, et ce, rien que dans notre galaxie. Et dans toute cette immensité, vous allez me dire qu'une seule d'entre elles abrite la vie? Je n'arrive pas à y croire. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui rend si difficile de trouver de la vie ailleurs? On pourrait se dire qu'il suffit simplement de prendre un télescope, de le pointer vers le ciel, d'observer les mondes qui nous entourent tout là-haut et de jouer aux voyeuristes intersidéraux. Après tout, ces mondes, ce sont de petits points lumineux dans notre ciel nocturne. Un peu comme des lucioles. Enfin, le problème, c'est que ces lucioles ne sont pas seules. Elles ont le bon goût d'être attirées par un immense phare, un phare si puissant qu'il nous éblouit et qu'il occulte même la plus brillante de ces lucioles. Et en réalité, ce sont ces phares que nous voyons dans notre ciel nocturne, aussi bien à l'œil nu qu'avec nos télescopes. C'est d'ailleurs là le défi auquel nous sommes confrontés quand on cherche des exoplanètes, ces mondes lointains qui tournent autour d'autres étoiles. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour voir ces lucioles? Eh bien, c'est là que j'interviens. Moi, je suis un chasseur de lucioles, et ma spécialité, c'est de dompter la lumière. En réalité, on est plein d'équipes de chasseurs de lucioles, et chacun a sa technique. Mais celle que j'utilise est particulièrement ingénieuse. Enfin, en toute objectivité, bien sûr. Le principe consiste à prendre plusieurs appareils photo et à les placer à différents endroits, mais toujours à la même distance du phare et orientés vers ce dernier. Ensuite, on fait en sorte que tous ces appareils prennent une photo exactement au même moment. Chaque image devrait alors être éblouie par le phare à peu près de la même façon. Mais si on compare ces images et que l'on retire tout ce qu'elles ont en commun, alors la lumière du phare devrait disparaître, et celle de la luciole, qui ne se trouve pas exactement au même endroit sur chacune des photos, devrait apparaître comme par magie. Enfin, ça, c'est dans le monde merveilleux de la théorie. Car en pratique, la lumière est très, très, très capricieuse. Le moindre retard dans la prise d'une photo, le moindre coup de vent, le moindre décalage d'un des appareils photo, et bonne chance, car les images commencent à avoir plein de différences. Heureusement, nos appareils photos sont en réalité de grands télescopes qui captent la lumière en continu. On peut alors tenter de corriger une partie de ces problèmes en acheminant cette lumière vers un petit composant photonique, une sorte de mini-laboratoire de poche qui manipule la lumière avec une précision astronomique. Ce composant, c'est mon terrain de jeu, et c'est lui qui s'occupe de révéler les différences dans la lumière captée par nos télescopes. Quant à moi, en laboratoire, avec une source laser, je crée un faux phare et une fausse luciole, puis je calibre ce composant, je le teste et je le pousse dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il soit le plus efficace possible pour révéler l'invisible. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel, imaginez un peu ces lucioles tournant autour de leur phare. Imaginez tous ces mondes cachés et toute la vie qu'ils pourraient abriter. Car un jour prochain, grâce à mon travail et à celui de mes collègues, on pourrait bien trouver une luciole qui ne se contentera pas de scintiller, mais qui nous parlera. Enfin, même si on ne comprendra probablement rien à ce qu'elle nous racontera. Merci. Bon. Bravo Vincent. Merci. Pile poil sur le gong, merci. Merci. Nous accueillons maintenant Bakary Mamadou Koulibaly. On l'encourage bien fort. Il va nous présenter la modélisation numérique de la tectonique birimienne au sein du laboratoire GeoAzur. Bakary, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors 3, 2, 1, top. Tel que vous me voyez dressé devant vous, j'ai l'air immobile, non? Et vous alors, assis confortablement dans les fauteuils, vous vous dites sûrement que vous ne bougez pas. Et pourtant, sous nos pieds, la plaque eurasienne qui nous porte continue sa route à une vitesse de croisière de 1 cm par an vers l'est. Nous vivons tous sur un immense tapis roulant, une sorte de croûte solide flottant sur un océan de roches chaudes et visqueuses en profondeur qu'on appelle les manteaux. Ce tapis roulant n'a jamais cessé de bouger depuis la naissance de notre planète. Des forces colossales agitent les manteaux terrestres, sculptant la surface, brisant, déformant et réformant les continents au fil des temps géologiques. Et aujourd'hui, une douzaine de grandes plaques et 40 petites recouvrent la Terre. Mais quand était-il? Il y a 3 milliards d'années.
alors que les seuls êtres vivants de la planète étaient des microbes? Pourquoi la tectonique des plaques aurait-elle été différente à cette époque? Parce que nous, les géologues, savons que la production de chaleur au cœur de notre planète était 2 à 3 fois plus intense qu'aujourd'hui. Et c'est la désintégration des éléments radioactifs enfouis dans les profondeurs terrestres qui ont libéré cette chaleur. Cela fait 18 mois que je me penche sur la question. Pour comprendre cette ancienne Terre, j'utilise des modèles numériques, des simulations informatiques extrêmement complexes, réalisées sur de puissants calculateurs qui me permettent de reconstituer la tectonique des plaques de cette époque lointaine où la Terre était bien plus chaude. J'en sors un nouveau modèle qui reflète la Terre primitive telle qu'elle était il y a 3 milliards d'années. Et ce modèle confirme l'existence d'un plus grand nombre de plaques qu'à l'ère actuelle. Donc, il y a 3 milliards d'années, la Terre ne ressemblait en rien à celle que nous connaissons aujourd'hui, avec plein de petites plaques et de morceaux de continents éparpillés. Rien à voir non plus avec la célèbre Pangée, continent unique apparu il y a seulement 300 millions d'années sous l'effet du refroidissement du manteau terrestre. Aujourd'hui encore, les continents dérivent, les plaques s'entrechoquent et la Terre continue de se transformer sous nos pieds. Mais cette danse géologique pourrait un jour s'arrêter lorsque la production de chaleur dans la Terre sera trop faible. La tectonique cessera et notre planète perdra lentement ses belles montagnes et ses volcans. Alors, la prochaine fois que vous marcherez sur la terre ferme, souvenez-vous, ce sol aussi stable, semble-t-il, est en perpétuel mouvement. Il l'était il y a 3 milliards d'années, il l'est aujourd'hui et il ne cessera jamais de nous surprendre. Merci beaucoup, bravo Bakary. Merci. Nous accueillons maintenant Myriam Abès. On l'encourage bien fort. Merci. Myriam va nous parler de l'ethnotexte dans L'autre fille, Regarde les lumières mon amour, l'atelier noir et mémoire de fille d'Annie Ernaux, au sein du laboratoire interdisciplinaire Récit, Culture et Société, le LIRCES. Oui, tout à fait. Myriam, est-ce que vous êtes prête? Ça s'appelle comment? Ah. Tahir. Alors attendez juste, je crois qu'on a un micro qui est en... C'est bon? Je recommence. Myriam, est-ce que vous êtes prête? Oui, tout à fait. Alors, 3, 2, 1, top. Dans l'instant capturé sur la photo où le temps est suspendu, qui parle? Clic. Est-ce le visage entrevu dans le grain du papier? Clic. Est-ce un éclat de lumière sur l'émulsion ou la mémoire qui cherche à se dire son mot? Clic. La photographie n'est pas une simple image, mais une faille temporelle. C'est un langage en soi où se superposent des strates d'existence. Elle ouvre ainsi un espace où l'identité se fragmente. Elle échappe à toutes ces îles linéaires pour devenir une trace flottante à la croisée du visible et de l'énigmatique. Dès les années 2000, l'écrivaine Annie Ernaux recourt à l'insertion de la photographie dans ses récits pour explorer une nouvelle manière de représenter la pluralité des individus. Ces textes de l'époque sont un tissage entre l'expérience individuelle et la dimension collective. Ils ont contribué à la reconnaissance de son œuvre, couronnée par le prix Nobel de littérature en 2022. À partir des images, elle nous raconte une vie qui n'appartient à personne et à nous tous à la fois. Son œuvre, loin d'être un repli sur soi, capte les échos d'une époque, les traces minimes du quotidien et les structures invisibles qui régissent l'existence. Elle se fait un miroir où chacun peut se reconnaître, une écriture du réel qui transgresse l'expérience individuelle. Et en transformant ses journaux intimes et ses albums en véritables archives du sensible, elle parvient à nous toucher. Chez Ernaux, au-delà de l'histoire officielle, l'image révèle une condition féminine souvent mise à l'écart. Elle capture l'assignation sociale, les silences imposés et les gestes du quotidien qui relatent autant que les grands événements. Et, en entrelaçant textes et photographies, elle érige l'ordinaire en objet d'étude et de mémoire, donnant une visibilité aux femmes à leur inscription dans le temps. Son écriture du réel
dite plate, soi-disant au degré zéro de l'écriture, témoigne de ces revendications féministes, en tout cas de l'époque. Mais, entre les lignes, entre les silences, mais, entre les lignes, mais, entre les lignes, mais, entre les lignes, entre le silence des visages et des lieux, elle arrive à nous toucher. Peu à peu, le regard vacille, glisse d'une incertitude à une interrogation. La photographie ne montre-t-elle pas autant qu'elle cache ? Et dans ce jeu de clair-obscur, le lecteur devient à son tour spectateur de son passé. Merci. Bravo. Merci. Tu nous as fait trembler. Merci. Nous appelons maintenant Florian Bosmel qui va me rejoindre. On encourage Florian. Son sujet de thèse porte sur l'enfant dans l'espace judiciaire européen au sein du Centre d'études et de recherche en droit des procédures, le CERDEP. Exact. Florian, est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. Alors 3, 2, 1, top. Qu'avez-vous fait le dimanche 9 juin 2024 ? Eh bien, vous avez sans doute passé une belle journée de repos, et comme plus d'une personne sur deux, peut-être que vous n'êtes pas allé voter aux élections européennes. En fait, pour une grande majorité des citoyens européens, voter à ces élections n'a pas de réel intérêt. Et pourtant, il suffit de regarder l'actualité pour comprendre que l'Union européenne ne doit plus être négligée. Et ce, notamment parce qu'elle s'intéresse à nos vies privées. Depuis plusieurs années, l'Union européenne élabore des règles juridiques pour définir les rapports entre les citoyens européens. Elle développe notamment un certain nombre de règles autour d'un acteur particulier, qui est l'enfant. Mais pourquoi ? Eh bien, pour faciliter la vie des enfants en Europe. Je vous donne un exemple. Imaginons un enfant de 5 ans voit ses deux parents séparés, son père serait espagnol, sa mère serait estonienne, et ils vivraient tous au Luxembourg. Ici, on pourrait se poser la question de savoir qui aura la garde de l'enfant. Eh bien, grâce aux règles juridiques de l'Union européenne, il est possible de déterminer le juge compétent. Et spoiler alerte, ici, le juge compétent sera celui du lieu de la résidence habituelle de l'enfant, c'est-à-dire le juge luxembourgeois. De ce simple exemple sur la responsabilité parentale en découle une multitude de questions. Qui aura la garde de l'enfant si jamais les deux parents sont séparés dans 2 États différents ? Comment sera payée la pension alimentaire à l'égard de l'enfant ? Et que faire si jamais un parent enlève cet enfant dans un autre État membre ? Sans même que vous le sachiez, peut-être, toutes ces questions sont déjà traitées par le droit européen. Le problème est que les réponses, qui sont des règles juridiques, sont éparpillées dans différents règlements. L'un sur la responsabilité parentale, l'autre sur les obligations alimentaires, et voire même celui sur les successions. Puisque nous sommes tous enfants de nos parents toute notre vie, et un enfant n'est pas qu'une personne mineure. À partir de ces règles disparates et lacunaires, j'essaye d'établir une réglementation qui serait uniforme pour protéger les enfants. Mais mettre d'accord 27 États membres pour déterminer des règles en matière familiale, c'est vraiment pas si simple. Il est évident que certains États ont des positions diamétralement opposées, comme sur la gestation pour autrui. La position de la Grèce et de la Belgique est totalement différente de celle de la Pologne ou de la Hongrie. J'essaye donc de trouver un terrain commun pour réunir le plus grand nombre d'États membres pour protéger l'intérêt de nos petits-enfants européens et même donc des plus grands enfants. Et finalement, en ayant connaissance de l'impact de l'Union européenne sur nos vies, et plus particulièrement sur celle de nos enfants, ça vaut peut-être le coup d'aller voter. Alors je vous donne rendez-vous en 2029 pour les prochaines élections européennes. Merci. Merci Florian, pile poil sur le gong. Alors, le rythme est soutenu, mais
On poursuit, donc on accueille Zoé Grimanelli. On l'accueille et on l'encourage bien fort. Zoé va nous parler de la dynamique moléculaire et structurale des protéines des sites de contact membranaire au sein de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, l'IPMC. C'est ça. Zoé, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors 3, 2, 1, top. VAPA et VAP-B sont sœurs jumelles. Quelle chance! Tout le monde rêverait d'avoir un jumeau, surtout avec une telle complicité. Ces deux protéines s'assurent tous les jours, main dans la main, du bon transport de lipides dans les cellules. Fonction vitale. Seulement, comme tout le monde, les protéines, des fois, ça peut avoir un peu mauvais caractère. Et chez de rares personnes, ce tempérament de nos jumelles s'exprime dès la naissance, et là, c'est le drame. Alors, elles ont beau se ressembler comme deux gouttes d'eau, leur manière d'agir est complètement différente. Quand VAP-B s'y met, elle s'attaque aux cellules nerveuses et crée cette maladie terrible, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie du grand physicien Stephen Hawking. Ce côté malicieux de notre protéine a longtemps intéressé les scientifiques. Alors après des années de traque, on a bien identifié VAP-B comme coupable, fin de l'histoire. Par contre, une nouvelle énigme est apparue avec la récente découverte que VAP-A, elle aussi, cachait un réel démon. Elle, qu'on pensait pourtant si brillante, la voilà qu'elle peut présenter une mutation génétique découverte chez une petite fille qui est née aveugle, avec un cerveau sous-développé et une fibrose pulmonaire. Elle peinait à respirer. Un seul cas recensé dans le monde, mais quelle violence! Alors avec mon équipe, nous nous sommes demandé, mais qu'est-il arrivé à VAPA? Pour répondre, nous nous sommes servis de l'enfant de la biologie et l'informatique, la bioinformatique. Oui, ça existe, la biologie sur son ordinateur. Je vous explique. Tout d'abord, avec la biologie pure, nous avons traqué VAPA avec des petits GPS fluorescents. Et là, nous avons percé au grand jour son petit secret, son histoire d'amour avec une autre protéine, ABCA3. ABCA3, c'est la reine du surfactant pulmonaire, cette fine couche qui tapisse les poumons pour les maintenir quand on respire. A priori, il y a un monde bien différent de celui de VAPA. Et pourtant, coup de foudre moléculaire. Ensemble, VAPA et ABCA3 forment dans les poumons un duo de choc qui permet le transport de lipides pour fabriquer le surfactant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre nos deux protéines? C'est là qu'intervient l'informatique du bioinformatique. Avec nos modèles numériques, nous avons reconstruit la structure 3D de VAPA et ABCA3 pour voir leur connexion au niveau atomique. Et là, nous avons vu que la mutation génétique de VAPA la rend méconnaissable et ABCA3 ne veut plus d'elle. Leur idylle est brisée et avec elle, la production de surfactants. Résultat, des poumons qui ne fonctionnent plus. Alors là, forcément, vous vous posez tous la même question que je me suis posée. Mais que fait VAP-B? Pourquoi ne vient-elle pas en aide à sa petite sœur chérie? Peut-être qu'avec ABCA3, elle a moins d'atomes crochus, littéralement. Eh bien, c'est ce qu'il nous reste à découvrir. Car finalement, bien que jumelles, VAPA et VAP-B sont bel et bien uniques, et cette singularité cache encore beaucoup de secrets. Merci. Bravo Zoé. Merci. Merci beaucoup. On poursuit avec Marion Boyer, qu'on encourage, qu'on accueille bien fort. Marion va nous parler de modélisation géométrique de scènes urbaines avec le formalisme LOT2 à partir d'images satellites au sein du centre INRIA d'Université Côte d'Azur. Marion, est-ce que vous êtes prête? Je pense. Vous pensez ou vous êtes sûre? Je suis sûre. Alors, 3, 2, 1, top. Quand vous vous promenez dans la rue, vous regardez plutôt les façades, le sol, votre téléphone peut-être. Moi, je regarde les toits, des formations professionnelles. Un toit, ça apporte beaucoup d'informations. Inclinaison, orientation, hauteur, pour calculer des rendements de panneaux solaires ou des positions optimales pour les antennes par exemple. Et avec l'urbanisation croissante, ce sont des informations très importantes pour les villes, qui cherchent à maîtriser leur développement. Pour cela, elles ont besoin de modèles 3D. Mais dans les villes, il y a des nouveaux bâtiments chaque jour. Le défi est donc d'avoir un modèle à jour en permanence.
Le plus simple serait sans doute de prendre une photo vue de dessus, non? Eh bien, c'est exactement ce que je cherche à faire. Grâce à un satellite, on prend une photo de la ville, puis une deuxième. Et grâce à ces 2 photos, on peut extraire une information 3D. En fait, ça fonctionne comme avec nos yeux. Faisons une expérience. Tendez un doigt devant vous, allez-y, faites-le. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt se déplace entre les 2 images. Et si vous rapprochez votre doigt, il se déplace encore plus, non? Donc, quand on a 2 photos de la même chose, 2 images satellites, on peut calculer le déplacement d'un pixel et lui faire correspondre une hauteur. En pratique, les données 3D obtenues sont un peu déformées, comme si on avait recouvert la ville d'une épaisse couche de neige qui lisse toutes les aspérités. Les maisons modélisées ressemblent plus à celles des Schtroumpfs qu'autre chose. Vu la distance à laquelle les photos ont été prises, 600 km de la Terre, on pourrait se dire que c'est déjà bien. Vous vous souvenez des photos de Thomas Pesquet dans l'ISS? À 400 km, on ne voyait même pas les différents bâtiments. Sauf que moi, je ne veux pas une maison de Schtroumpf. J'aime que les choses soient carrées. Je veux des lignes, je veux des angles. Alors, dans les images qui ont servi à faire la 3D, je détecte des lignes. Je récupère les lignes qui m'intéressent, celles qui sont au bord des bâtiments ou entre les pans de toit. Malheureusement, je détecte aussi les bords des ombres et les cheminées. Alors, pour trier ces informations, j'étends mes lignes jusqu'à ce qu'elles se touchent toutes, pour faire plein de polygones, comme dans un tableau de Picasso. Ensuite, je découpe ou je rassemble ces polygones selon une détection de pans de toit. J'obtiens comme un squelette des bâtiments, vu du dessus. J'utilise ce squelette pour faire grandir mes bâtiments en ajustant la hauteur d'après le modèle en Schtroumpf, comme avoir la structure d'une tente qu'on finit par monter. Je peux déjà avoir le modèle 3D d'une ville grâce à seulement 2 images satellites et à mon travail. Finalement, reconstruire une ville, c'est apprendre à la regarder différemment. Alors la prochaine fois que vous vous baladez dans la rue, comme moi, levez les yeux. Bravo, merci Marion. Et donc, nous accueillons maintenant Émilie Gentilini. On l'applaudit bien fort. Émilie va nous parler des nouvelles méthodologies de synthèse de dérivés polycycliques par catalyse à l'or au sein de l'Institut de chimie de Nice. C'est ça. Émilie, est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Alors, 3, 2, 1, top. Si je vous parle de Mario, vous ne voyez pas un petit bonhomme tout pixelisé comme à gauche de la photo, n'est-ce pas? Non, vous voyez plutôt un Mario en 3D. Et pourtant, lorsque le tout premier jeu Mario est sorti dans les années 80, tout était en 2 dimensions. Ce Mario-là pouvait se déplacer seulement de gauche à droite dans un monde entièrement plat. Bon, pour l'époque, c'était déjà une révolution. Mais rapidement, les limites de la 2D sont devenues évidentes. Alors, les créateurs du jeu ont ajouté de la tridimensionnalité. Et là, tout a changé. Mario pouvait voler, sauter, tourner autour des objets, explorer, bref, il prenait véritablement vie. Et si je vous disais que la chimie médicinale suit exactement le même chemin que notre ami Mario? Reprenons les bases. Pour développer un médicament contre une maladie, il faut trouver une molécule capable d'interagir avec un récepteur impliqué dans celle-ci. En gros, on a une serrure et il faut trouver la clé pour l'ouvrir. Nous, les chimistes, on crée des grandes librairies de molécules, de clés donc, pour voir ensuite quelle clé peut ouvrir quelle serrure. Mais il y a un problème. La grande majorité des clés à notre disposition actuellement sont plates, limitées en seulement 2 dimensions, comme les anciens Mario. Or, les cibles biologiques, les serrures donc, qu'il nous reste à ouvrir, elles sont plutôt complexes, comme les nouveaux jeux Mario. Pour continuer à fabriquer de nouveaux médicaments, il nous faut donc une révolution technique, plus de diversité et de complexité dans ces librairies moléculaires. Fini les jeux en 2 dimensions, maintenant place à Super Mario Escaping from Flatland. Dans ce nouveau jeu, Mario enfile une nouvelle tenue, une blouse de chimiste, et se lance dans l'aventure de la conception de médicaments 3D. Seulement voilà, pas n'importe quel moustachu en salopette peut s'improviser chimiste, et fabriquer des molécules aussi compliquées peut être un véritable défi. Durant ma thèse, je crée donc les outils nécessaires à la conception de ces clés. J'utilise pour cela un super pouvoir inédit, un champignon doré. Ce champignon, c'est de l'or.
vraiment de l'or, ou plutôt un catalyseur métallique avec des propriétés très spécifiques. C'est simple, je fabrique d'abord un bloc, une molécule de départ, simple, mais avec des fonctions soigneusement choisies. J'active mon champignon doré, j'ajoute donc mon catalyseur d'or, je mélange et magie, je change le monde, j'obtiens une nouvelle molécule avec une structure bien plus complexe. Mieux encore, en jouant sur le catalyseur d'or que j'utilise, je peux, à partir d'une même molécule, obtenir jusqu'à 5 structures différentes. Et avec près d'une 50aine de molécules de départ synthétisées, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de clés, mais surtout beaucoup de complexité. L'objectif de ma thèse est donc de jouer à ce nouveau jeu Mario et d'utiliser ce champignon doré pour repousser les limites de la recherche de médicaments, pour ouvrir, je l'espère, l'une des nombreuses portes de la chimie médicinale encore verrouillée. Et qui sait, à défaut de sauver la princesse Peach, Mario pourra peut-être synthétiser les médicaments de demain. Bravo, bravo, merci Émilie. Alors, nous accueillons maintenant Marc Josia Mangamanga. On l'accueille et on l'encourage bien fort. Marc va nous parler de conception et optimisation de surfaces intelligentes reconfigurables pour classifieurs radar au sein du laboratoire d'électronique, antenne et télécommunications, le LEAT. Marc, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Alors, 3, 2, 1, top. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans un monde où les radars ne se trompent jamais. Ici, votre voiture ne confond pas un sac plastique avec un piéton. Les drones ne prennent pas les nuages pour des missiles et les avions font distinctement la différence entre les oiseaux et autre chose. Ce monde, mesdames et messieurs, est à portée de main grâce aux surfaces intelligentes reconfigurables. Aujourd'hui, nos radars sont un peu comme des détectives maladroits. Ils ont du mal à faire la différence entre de véritables dangers et de simples perturbations. Quel résultat obtiendrait Sherlock Holmes menant son enquête avec une loupe cassée et des lunettes de travers? Des erreurs, des fausses alertes et parfois des catastrophes. Mais pas de panique, on se calme. Les RIS arrivent à la rescousse. Une RIS est un panneau constitué d'éléments spéciaux qui, grâce à des petites astuces électroniques, modifient la trajectoire des ondes électromagnétiques. En contrôlant individuellement chacun de ces éléments, qui ne sont rien d'autre que des antennes miniaturisées, on peut façonner le faisceau radar et l'adapter à la tâche souhaitée. On peut ainsi maximiser la portée et la précision des radars, réduire les interférences et le bruit ambiant. On pourra même créer des signatures radars uniques pour chaque objet, facilitant ainsi leur identification. Mais comment rendre tout cela possible? Et là, ça se corse un peu. Il ne suffit pas de lancer un sort. Très chers amis, les mystères ne se dévoilent pas d'un coup de baguette magique. Et c'est précisément là que j'entre en scène. Je dois utiliser des algorithmes, des équations et des petites formules mathématiques qui aident à la prise de décision en temps réel. Ces algorithmes optimisent les paramètres de la RIS, tel un caméléon qui change de couleur en fonction de son environnement. Le but, que le radar soit toujours capable de détecter ce qu'il doit détecter, peu importe les conditions autour. Contrairement aux systèmes actuels qui envoient les ondes dans toutes les directions de façon aléatoire, un radar avec RIS sait précisément dans quelle direction envoyer ces ondes en fonction de ce qu'il veut détecter. Un peu comme notre détective qui sait précisément où chercher pour trouver un indice. Grâce au RIS, nos radars vont devenir de véritables experts. Ils pourront identifier les objets avec une précision incroyable, même par mauvais temps ou dans des environnements complexes. Les applications sont multiples. Sécurité, défense, automobile, imagerie, biomédicale. On pourra même dénicher des objets cachés. Voici enfin notre Sherlock Holmes, affublé d'une loupe de compétition et des lunettes à vision thermique. Alors, convaincus? Les RIS sont capables de révolutionner la façon dont nos radars perçoivent le monde. Elles sont la solution pour des systèmes plus fiables, plus performants et plus intelligents. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elles nous permettront de retrouver nos clés perdues. Élémentaire, mon cher Watson. Bravo, merci Marc. Nous accueillons maintenant Margot Sanchez. On l'applaudit bien fort.
Le sujet de thèse, c'est la croissance épitaxiale de nanostructures à base d'INGAN pour la production photoélectrochimique d'hydrogène au sein du Centre de recherche sur l'hétéroépitaxie et ses applications, le CREA. Oui, exactement. Margot, est-ce que vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1, top. Dans les années 80, on vous faisait rêver avec une DeLorean qui roulait aux épluchures de patates. On est 40 ans plus tard et 91% des voitures roulent encore à l'essence. Bon, ok, Retour vers le futur, c'était juste un film, mais on aurait adoré que ça se passe comme ça dans la réalité. Mais ne déprimons pas tout de suite, car l'hydrogène pourrait bien être la solution verte pour remplacer l'essence. Nos épluchures de patates à nous. Sauf que pour fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui, on rejette beaucoup de CO2. Donc fabriquer une énergie verte avec une méthode super polluante, ça n'a pas de sens. Moi, je vais faire de votre rêve une réalité. Je peux produire de l'hydrogène avec de l'eau, du soleil et un super matériau, l'INGAN. Indium, gallium, azote. Avec ce trio d'atomes, je fabrique des plaques entières de minuscules fils, 100 fois plus fins qu'un cheveu. Bon, je dois quand même vous avouer que des 3 atomes, j'ai mon petit chouchou, l'indium. Il me donne du fil à retordre, mais c'est de lui dont j'ai besoin pour absorber la lumière du soleil. C'est une vraie diva. Il est essentiel, mais très difficile à manipuler. Une fois mes échantillons fabriqués, la deuxième partie de mon travail est simple. Faire bronzer mes fils sous une lumière quasi identique à celle du soleil, tout en leur mettant les pieds dans l'eau. Ouais, leur job est plutôt sympa. En parlant d'eau, si vous ne le savez pas, elle est constituée de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, qui sont bien accrochés les uns aux autres et qui, normalement, n'ont aucune raison de se séparer. Eh bien, une fois éclairé, chacun de mes fils, avec sa forme allongée, devient un petit câble, capable de générer et conduire un courant électrique. Donc, avec des milliards de fils, un champ électrique très intense est produit dans l'eau. Il est suffisamment fort pour séparer les 3 atomes de la molécule d'eau, pour la casser. L'hydrogène est alors attiré de son côté, et l'oxygène du sien. Et on peut récupérer la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'hydrogène. Donc, argument ultime, et c'est pas un coup de com'. Tout ce que je rejette dans l'air, c'est de l'oxygène. Pas mal, non? Donc si vous avez bien suivi, je transforme la lumière du soleil en courant électrique pour récupérer l'hydrogène naturellement présent dans l'eau. Tout ça grâce à ma vedette, l'indium. Encore 2 années de travail, et à nous les DeLorean 100% vertes. Plus besoin de pelés de patates. Maintenant, la prochaine étape pour y parvenir, c'est de trouver comment stocker tout cet hydrogène. Qui sait, peut-être que parmi vous dans la salle se trouve celui ou celle, le prochain chercheur, la prochaine chercheuse, qui trouvera la solution. Je vous dis rendez-vous dans le futur pour voir si le rêve sera devenu réalité. Bravo, merci Margot. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Félix Gudin. On l'applaudit bien fort, Félix. Félix va nous parler d'astrophotonique pour l'interférométrie stellaire. C'est ça. Au sein de l'Institut de physique de Nice Infini. Félix, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Alors, 3, 2, 1, top. Les résultats viennent de tomber et malheureusement, ma patiente est dans un état de mort imminente. Tous les symptômes sont là. Baisse de luminosité, expulsion de gaz, tout y est. D'après nos calculs, il lui resterait quoi? Qu'une petite centaine de milliers d'années? Oui bon, d'accord. Dit comme ça, c'est pas si alarmant. Mais pour une étoile qui approche les 10 millions d'années, c'est déjà un pied dans la tombe. Son nom, c'est Bételgeuse, une étoile tellement gigantesque que si on la mettait à la place de notre Soleil, elle engloutirait la Terre. Le souci, c'est que les images qu'on a de Bételgeuse ne sont pas assez précises pour qu'on soit sûr du diagnostic. Et c'est là que j'apporte ma contribution en développant des techniques pour améliorer la résolution des images. Je suis une sorte de radiologue de l'espace et Bételgeuse est la patiente parfaite pour étudier la mort des étoiles. Mais pourquoi est-il difficile d'obtenir des images d'une étoile si gigantesque? Eh bien, parce qu'elle est très loin,
Donc son diamètre apparent, c'est-à-dire la taille avec laquelle on la voit depuis la Terre, est minuscule. Ce serait l'équivalent d'observer une balle de ping-pong en Corse depuis Nice. Et pour atteindre de telles résolutions, il nous faut de très grands télescopes. Plus leur taille augmente, plus on peut observer des détails fins. Et pour avoir une bonne image de Bételgeuse, il nous faudrait un télescope d'à peu près 700 mètres de diamètre, soit l'équivalent en surface de 55 terrains de foot. Et le plus grand télescope jamais construit par l'homme, issu d'une collaboration internationale, avec un budget dépassant le milliard de dollars, sera de 40 mètres. Donc autant vous dire que pour financer mes 700 mètres, c'est même pas la peine de demander à l'Université Côte d'Azur. Donc, mon astuce, c'est de prendre 2 plus petits télescopes et de les séparer de 700 mètres. Si je les fais travailler ensemble, je peux obtenir un télescope virtuel de la taille de la distance qui les sépare, soit 700 mètres. Bingo! À moi, la première image qui nous permettra d'être sûr du diagnostic. Mais cette technique, qu'on appelle chez nous interférométrie en amplitude, présente des difficultés techniques. Et le cœur de ma thèse, c'est d'en venir à bout. Par exemple, comment rassembler sur ma caméra centrale la lumière qui provient des 2 télescopes si éloignés? Eh bien, en utilisant la fibre optique. Oui, exactement, la même qui apporte Internet chez vous, mais au lieu d'y faire transiter les informations d'un site web, j'y fais voyager la lumière de mon étoile. Et je fais face à plein d'autres défis techniques, mais mon plan reste le même, détourner des composants de télécommunications optiques pour faire de l'astronomie. Et une fois ces obstacles dépassés, pourquoi se contenter de 700 mètres? On pourrait imaginer un télescope en France et un en Grèce, créant ensemble un télescope titanesque de la taille d'un continent pour observer des astres toujours plus loin ou toujours plus petits. Bref, vous l'avez compris, pour le diagnostic, j'en fais mon affaire. Mais pour ce qui est des soins, il faudrait déjà qu'on arrive à soigner notre propre planète de la crise climatique avant de vouloir sauver les étoiles. Bravo. Merci Félix. Alors, notre avant-dernière candidate est Julie Marty-Gastaldi. On l'accueille et on l'encourage bien fort. Julie va nous parler des enjeux et défis des aires marines protégées en zone urbaine au sein du laboratoire Ecology and Conservation Science for Sustainable Seas, EcoSeas. Julie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. 3, 2, 1, top. À main levée dans la salle, qui mange du poisson? Ok, allez, on va dire tout le monde. Moi aussi, j'adore le poisson. Grillé, à la plancha, dans le jardin, en été, avec le chant des cigales. Un vrai bonheur. Mais je suppose que votre poisson, vous ne l'avez pas acheté à Arnaud, notre pêcheur préféré de Saint-Jean-Cap-Ferrat, n'est-ce pas? Et non, parce que le poisson en Méditerranée, c'est pas la folie. Sur le littoral des Alpes-Maritimes, la pêche, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, exerce une trop grosse pression sur l'écosystème marin. On constate près des côtes moins de poissons, diminution de la densité, et en plus petite taille, diminution de la biomasse. Je vous rassure, il existe une solution incroyable qui permet aux poissons de pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Ce sont les aires marines protégées, AMP. Ce sont des espaces délimités en mer avec différents niveaux de protection. Pour pouvoir faire fonctionner ces zones, il faut les comprendre. C'est là que les politiques publiques font appel aux expertises des scientifiques, comme moi, pour pouvoir analyser ces zones. D'où ma thèse. Mais comment sont-elles gérées? Eh bien, dans les zones de protection forte, tout type de pêche est interdit et les activités humaines sont réglementées. Le nombre de plongeurs est limité et les plaisanciers doivent respecter une certaine vitesse de navigation. En Méditerranée, ces zones de protection forte fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'il y a plus de poissons à l'intérieur de la zone qu'à l'extérieur. On appelle ça une aire marine. C'est l'efficacité écologique. Mais en quoi est-ce que ça vous concerne, vous, aujourd'hui, là, finalement? Eh bien, une aire marine protégée va être mise en place à Nice, tout près d'ici. Et oui, une zone protégée en face de 300 000 habitants, 5 millions de touristes engagés, n'est-ce pas? On appelle ça une AMP urbaine. L'intérêt est de préserver un endroit riche en poissons pour que l'écosystème puisse se développer dans de bonnes conditions, même s'il est proche de la ville. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'efficacité de la gestion, c'est-à-dire que je regarde si les mesures de conservation dans d'autres zones en Méditerranée sont bien appliquées. Je m'intéresse plus particulièrement aux différences de gestion entre des zones dans un contexte urbain et celles qui sont un peu plus loin.
Les résultats que j'obtiens sont encourageants. Il n'y a pas de différence entre une AMP urbaine et une non urbaine. Elles sont finalement toutes bien gérées, ce qui prouve que la protection de la mer et les activités humaines peuvent coexister. Dans la MP de Monaco, tout près d'ici, malgré l'intensité de la ville, il y a plus de poissons à l'intérieur de la zone qu'à l'extérieur. D'un point de vue écologique, les AMP urbaines fonctionnent. Les poissons qui s'épanouissent dans une zone protégée seront avec le temps de plus en plus gros, de plus en plus abondants et vont finir par sortir de la zone protégée. Notre ami pêcheur Arnaud va donc pouvoir pêcher en périphérie de ces zones protégées et nous, consommateurs raisonnés, on va pouvoir lui en acheter parce que finalement, ce qui compte aussi, c'est bien le tartare local du dimanche. Bravo, merci Julie. Et donc nous arrivons au terme, nous allons accueillir notre dernier candidat, Aloïs Deras, on l'encourage bien fort. Le temps qu'il s'équipe, je vais vous présenter son sujet de thèse. Alors, on attend tout de même qu'il soit prêt. Allez, on accueille Aloïs Deras. Aloïs va nous présenter son sujet de thèse autour de l'architecture algorithmique des réseaux sociaux numériques et renouveau de la rhétorique publicitaire, typologie et analyse des stratégies rhétoriques à l'œuvre dans le discours publicitaire numérique, au sein du laboratoire interdisciplinaire Récit, Culture et Société, le LIRCES. Aloïs, est-ce que vous êtes prêt? Oui. 3, 2, 1, top. Elle est là, elle est dans les campagnes, dans les villes, elle est sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Votre attention, s'il vous plaît. Je parle bien évidemment ici de la publicité. Et votre attention, oui, c'est bien de ça dont elle se nourrit, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais comment fait-elle pour surgir, pour convaincre, pour séduire, sur ces plateformes déjà surchargées d'informations? Comment peut-elle opérer sur nos esprits, sur nos désirs, sur nos temps de cerveau disponibles, quand on peut la faire disparaître d'un simple mouvement du pouce? Le bon message, la bonne personne au bon moment, le ciblage est son credo, et elle vit à crédit sur le dos des crédules. Précise comme un scalpel, elle apprivoise et opère sans scrupule notre psyché. Vous comme moi, nous nous baladons librement sur les réseaux sociaux. Nous cliquons, partageons, discutons en toute liberté, et on ne peut pas nous contraindre à choisir un contenu plutôt qu'un autre. La pub, on la voit, et on l'évite. Mais cette dernière ne s'est pas avouée vaincue pour autant. Et elle a élaboré des stratégies pour conquérir ces nouveaux espaces. Et pour s'en emparer, petit à petit, elle s'est déguisée en quelque chose d'autre. Elle s'est déguisée en autre chose qu'une simple pub pour continuer d'agir sous des apparences souvent trompeuses. Mais comment faire son rôle de pub sans avoir l'air d'une pub? Comment nous persuader d'acheter sans la casquette du vendeur? Comment opérer sur nos esprits tout en avançant masqué? Eh bien, tout est une question de rhétorique, cet art de convaincre et de se présenter par le discours. Pas celle d'Aristote et de nos politiciens, mais une nouvelle rhétorique qui séduit à la fois les algorithmes des plateformes et les cœurs de leurs utilisateurs. Pour en comprendre la recette, j'ai analysé des centaines de pubs sur les réseaux sociaux, passé au crible chaque mot, chaque image, chaque commentaire, assemblé minutieusement. J'ai écouté ceux qui la créaient et ceux qui la consommaient. Et j'ai découvert son arme secrète, la captologie, cette science de l'influence des outils numériques sur les comportements humains. Mais aussi ses fidèles mercenaires, les influenceurs, porte-étendard de sa parole, stipendiés par les marques et seigneurs des foules. Sa stratégie, endormir notre vigilance en nous faisant rêver, rire ou pleurer, en nous flattant, en apprenant à nous connaître pour mieux cibler nos centres d'intérêt. Son butin, notre attention, nos données et nos désirs. Formidable machine créative, la publicité n'a pas dit son dernier mot. Et face à son plan de bataille, il faut quand même être crédule pour croire qu'on ne l'est pas. Merci pour votre attention.
Merci, bravo Aloïs. Alors ça y est, nous avons terminé les 16 présentations. Je vais demander aux candidates et candidats de nous rejoindre. Bravo à toutes et tous. On les applaudit bien fort. Bravo à vous toutes et vous tous. Merci pour ce partage. Ça va être le moment du vote. Je vais inviter le jury à se retirer pour pouvoir délibérer et à tout à chacun de voter pour votre candidate ou votre candidat en ne cochant encore une fois qu'une case pour pouvoir valider votre bulletin. Nous vous remercions. Vous allez pouvoir aussi prendre une petite respiration. Une fois que vous avez voté, on va récupérer donc votre bulletin de vote et on va vous demander de rester dans la salle le temps que le jury délibère. On a prévu pour vous un petit intermède de vidéo et de présentation, le temps de délibérer. Merci à vous tous. Je vous laisse repartir. Revenu, vous pouvez rentrer si vous le souhaitez. Vous pouvez venir vous asseoir au premier rang. Et nous allons avoir donc Christophe et Stéphanie qui vont nous présenter le concours Startez sur l'innovation. Donc on va leur laisser la place et nous dire un petit mot sur ce nouveau concours. Bonsoir à tous et merci aux doctorants pour le spectacle de ce soir. Belle diversité, belle représentation des laboratoires et des UMR, c'était vraiment super chouette à voir. Nous, on va vous parler d'un autre concours, puisque vous avez réussi à satisfaire à la haute exigence de MT 180, et je rigole pas en disant ça parce que c'est vraiment du très haut niveau. On va vous parler ce soir de Startez. C'est quoi Startez ? Bonsoir à tous. Startez, en fait, c'est un challenge national, un concours qui a été lancé par le gouvernement. Cette année, ça va être la 2e édition. C'est organisé par Université Côte d'Azur et ses partenaires. Et en fait, c'est à destination de tous les doctorants, mais aussi des doctorants qui ont soutenu depuis moins de 5 ans leur thèse. Et en fait, comment ça se passe ? L'idée, c'est de vous ouvrir et de vous faire découvrir l'entrepreneuriat à travers 2 jours de masterclass qui comptent dans 16 heures de formation de votre doctorat, où vous allez découvrir les outils d'innovation, apprendre à pitcher, voir comment vous pouvez valoriser vos résultats de thèse et comment transformer votre thèse en projet d'entreprise. Alors même si ça ne se transforme pas tout de suite en entreprise, l'idée c'est de vous amener à acquérir ces compétences parce que ça peut vous servir dans le futur, et même si vous n'êtes pas des créateurs de votre propre entreprise, aujourd'hui c'est une compétence qui est vraiment très recherchée dans les entreprises que celle de savoir entreprendre. Alors pour la partie, on a voulu une immersion totale, on l'a fait l'année dernière, et on a emmené au centre du CNRS, au centre de vacances de Fréjus, pendant 2 jours, 16 doctorants, 16 jeunes chercheurs. On a 20 places cette année. C'est un très bon moment parce que forcément on y va, je crois, c'est le 10 et 11 juin. Il fait beau, c'est un centre de vacances, il y a la piscine, le tennis, tout ça. Et puis pendant 2 jours, c'est une immersion totale, comme vous l'a dit Stéphanie, dans le monde de ce que peut être l'entrepreneuriat. Donc on vous apprend à créer de la valeur autour de votre projet de thèse. Et ne vous trompez pas, tous les projets de thèse peuvent satisfaire à cette attente, parce que l'an dernier, on a eu des projets qui étaient extrêmement divers.
On insiste sur le point aussi que les sciences humaines sont vraiment les bienvenues dans ce concours. On vous apprend à pitcher aussi, mais ça, je crois que là, vous avez pas mal de leçons à nous donner ce soir pour ceux qui ont parlé, mais c'est ouvert aussi à ceux qui sont plus hauts dans les travées. Donc voilà, 20 places. On a quelques flyers, si ça vous intéresse. Donc, immersion pour 2 jours de masterclass les 10 et 11 juin prochains. Et pour ceux qui le souhaitent, participer à une finale qui sera territoriale au mois de juillet. Et plus tard, une finale nationale pour une des personnes qui ira et qui aura envie d'y participer. Autre chose ? Si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, pourquoi pas, vous avez ces petits posters qu'on a mis dans la salle. Il est à l'envers. Merci. Vous avez ces petits posters dans la salle. Vous avez un QR code qui vous emmène directement sur le formulaire avec toutes les informations. Et n'hésitez pas aussi à venir nous voir et à venir vous renseigner. En tout cas, vous êtes curieux, assez curieux pour vous être inscrit à ma thèse en 180 secondes. Encore bravo à tous. On vous invite chaleureusement à essayer, à continuer à être curieux et à tester l'aventure. À bientôt. Merci Christophe, merci Stéphanie. Et alors, pour passer ce petit temps ensemble, je vais vous partager une anecdote pour vous démontrer ô combien cet exercice de présenter ses travaux de recherche en si peu de temps est un exercice ardu. Nous avons organisé au sein de l'Université Côte d'Azur la première cérémonie de diplôme pour nos doctorants. On a rassemblé les 250 doctorants des 6 écoles doctorales le 21 mars dernier. Ça a eu lieu au Palais des Festivals. C'était un événement avec beaucoup d'émotions. Nos doctorants et doctorantes étaient accompagnés de leurs familles, de leurs amis. C'était la première fois qu'on le faisait à l'échelle des 6 écoles doctorales. Et avec l'équipe de la direction communication et marque, on a eu l'idée de faire une vidéo un peu format micro-trottoir. Et donc en marge de la cérémonie, pendant le cocktail, on est allé voir les accompagnants des doctorants et on leur a demandé: est-ce que vous pouvez nous donner le nom de la thèse de la personne que vous avez accompagnée ? Je vous encourage à aller voir cette vidéo qui se trouve sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Cette vidéo est devenue virale, on a plus de 500 000 vues. Et vous allez voir, c'est très drôle, c'est assez amusant parce qu'effectivement, c'est tellement complexe qu'on a des réponses qui sont assez rigolotes. Donc, partagez votre expérience sur les réseaux, taguez Université Côte d'Azur, ça fait aussi connaître ces doctorants et ce haut niveau de diplôme. Voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que vous vous êtes, alors peut-être pas amusé, c'est pas le bon terme, mais en tout cas que ça vous a intéressé. Oui, non, oui, un grand oui. Pour qui c'était la première fois? Pour qui sont les personnes qui sont venues pour la première fois? Ah, on a quand même une majorité, je dirais comme ça, à main levée. C'est extra d'avoir eu la curiosité de venir. Cet après-midi, c'est aussi un moment impactant, je trouve, dans ce sens où on a eu la même présentation donc, de nos doctorants auprès de lycéens, à la différence on avait un temps d'échange en fait avec les doctorants et ce dont je peux témoigner, c'est que ces lycéens étaient vraiment très curieux. Ils ont posé, je trouve, ils ont posé des questions mais super intéressantes, hyper pertinentes sur les sujets. Donc c'était aussi un moment d'échange et de partage qui est fait aussi pour donner le goût des études longues. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est votre partage aussi de vos propres expériences. On a pu le voir à travers votre parcours, que ce n'est pas écrit tout de suite à la sortie du bac, qu'on se lance dans des études longues. On a eu pas mal de commentaires, en tout cas d'expériences en disant moi j'étais partie plutôt sur un DUT, maintenant BUT, et puis le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée au sein de ce laboratoire, j'ai rencontré 7 personnes, je me suis rendu compte que j'aimais cette thématique. On a vu aussi des parcours parfois sinueux. On est passé de la littérature à l'informatique, ça peut arriver.
Et donc je trouve que c'est tout à fait encourageant pour les jeunes qui sont dans cette période soit de Parcoursup, où c'est assez anxiogène de savoir, mais finalement c'est tout de suite, c'est maintenant, je dois connaître mon orientation. Et bien voilà, vos parcours nous montrent qu'il n'y a pas de choses qui sont sur des rails et pour toujours. Donc ça nous donne aussi le goût de l'aventure. C'était pas prévu, mais comme on a un petit peu de temps, je vous propose, si vous le souhaitez, les votes sont clos. Est-ce que tout le monde a donné son bulletin de vote, ou est-ce qu'il y a encore des gens qui l'ont? Non? Eh bien, peut-être, si vous êtes OK avec ça, de demander à la salle si vous auriez peut-être des questions à poser aux doctorants. Ça vous va si on... Ouais? Bon. Eh bien, super. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? On va passer le micro. Oui. Qui a levé la main? Merci. C'est bon? Déjà, merci pour être du coup ici, pour présenter votre thèse. C'est très gentil et je pense qu'elle est très inspirant. Ma question, c'est juste, elle est très simple, ma question. Je voulais juste savoir, ça a été quoi le déclic pour faire un doctorat? Alors, qui se lance? À qui va la question? Quel a été pour vous le déclic pour vous lancer dans un doctorat? Alors, je pense honnêtement que pour la plupart des personnes, il n'y en a pas. On arrive là un peu par hasard et on se retrouve à devoir faire des choix et au final, on arrive au moment où c'est possible de faire une thèse et on se dit pourquoi pas après tout. Et voilà, je pense parler pour la majorité d'entre nous. Après... Allez, je donne un peu d'émotion. Moi, ce qui m'a fait faire une thèse, c'est l'amour. Parce que j'ai vécu avec un doctorant qui est maintenant docteur. Et je me suis dit, en fait, c'est sympa et moi aussi, j'aimerais le faire. Et comme ça, un jour, si on se marie, ce sera docteur et docteur et je serai contente. Alors, l'argent, c'est une bonne question. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que doctorant junior? Non, mais c'est intéressant de savoir si pendant votre sujet de thèse et pendant votre mémoire, est-ce que vous avez une rémunération, pas de rémunération? Ou est-ce que vous avez des sponsors, des industriels qui vous accompagnent? Bon, je crois que j'ai le micro, je vais donner une partie. Alors, oui, on est financé, en effet. La plupart? Ah oui. Oui, d'accord. Donc, ça dépend des thèses, mais en général, on est financé la majorité du temps. Et après, oui, alors à titre personnel, je trouve que c'est bien rémunéré. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle bien. D'accord, donc non. Mais ça dépend, c'est enregistré ou... Non, oui, évidemment qu'après un bac plus 5, on peut s'attendre à des salaires normalement plus élevés, mais on est toujours étudiant, donc en fait c'est ça aussi qui fait qu'on a des salaires qui sont un peu à la baisse par rapport à ce qu'on pourrait avoir après un bac plus 5. Et c'est pour ça que mes collègues ne sont peut-être pas forcément très partants pour dire qu'on est bien rémunéré. Voilà, je pense, mais voilà, je sais pas... Après, ça dépend du financement. Là, peut-être, on est tous doctorants ici, mais je pense qu'il y a aussi une grande variation entre quelle bourse on a eu. Si c'est une bourse ministérielle, si c'est une convention CIFRE avec un industriel qui a de l'argent, ou si c'est sans financement. Je pense que même là, entre nous, on n'a pas parlé de ça, mais il doit y avoir un grand écart-type entre nous, quoi. Disparité. On vous laisse poursuivre. Si vous avez des questions, vous levez la main. Non, on n'a pas encore la fumée blanche. Oui. C'est très théâtral. J'arrive.
Bonsoir. Je voudrais savoir comment vous avez été préparé pour cet exercice. Isabelle. Gaspard, tu veux poser une question? Mais je vous laisse répondre. Je vais les laisser répondre, mais je vais me présenter quand même. Donc, je m'appelle Isabelle et je suis intervenante théâtre pour la compagnie Bâle. Donc, évidemment, notre mission principale, c'est de créer, de produire des spectacles. Mais de plus en plus, on nous demande d'intervenir en milieu scolaire et depuis 5 ans en milieu universitaire pour aider ces jeunes gens à mieux s'exprimer. Et c'est pas inné du tout de prendre la parole devant un auditoire de 250 personnes, des visages. Alors, il y a à la fois... c'est très impressionnant, en fait. C'est même vertigineux. Et vous voyez, la parole, les mots, c'est ce qu'on perd en premier. Parce qu'on est plein d'émotions, soudain. Il y a une espèce d'avalanche chimique qui se passe en nous. Là, je le ressens actuellement. Donc, je peux en parler. Et il faut gérer ça. Et en plus, le chrono, c'est un exercice de dingue, en fait. Et pour moi, c'est autour de 60 heures de travail, puisqu'on les accompagne avec Anne-Sophie, qui n'est pas là, qui ne peut pas témoigner. On les accompagne pour avoir le discours le plus fluide, le plus structuré et le plus proche possible d'eux. Et c'est pas des auteurs, hein, donc déjà, voilà, il y a tout un travail comme ça. Et en plus, en sachant que, en termes de débit de parole, ils sont jeunes, ils parlent extrêmement vite. Donc on essaye comme ça de ralentir la machine, de respirer, de prendre confiance. Et ils sont hyper brillants. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Mais moi, je peux vous dire, j'ai passé 2 mois géniaux à les accompagner. Je vous remercie pour... vraiment, c'est pas de la démagogie. Voilà. Oui, je pense qu'on peut vraiment remercier Isabelle et Anne-Sophie pour l'aide qu'elles nous ont apportée parce que ça a été très efficace. Moi, je pense qu'une des choses que j'ai préférées aujourd'hui, c'est de vraiment observer à quel point vos prestations d'aujourd'hui n'avaient rien à voir avec celles qu'on a vues il y a 2 mois, enfin, il y a 1 mois, et que on a tous été très bons. Et je pense que, voilà, merci pour ça. Et je pense qu'on peut se faire de nous pour ce qu'on a fait et pour vous, pour votre aide. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là-haut. C'était qui? Bonjour, merci à tous pour vos présentations, elles étaient toutes excellentes. Moi j'avais une question très précise pour, alors malheureusement j'ai oublié le prénom, l'une des doctorantes qui a travaillé sur les zones urbaines, voilà c'est ça. Les aires marines protégées. Exactement. Moi la question que j'avais, c'est que dans notre présentation tu avais dit que les zones urbaines du coup avaient une augmentation de la biomasse en termes de poissons, dans leur taille, etc. Mais sur cette augmentation qualitative, est-ce que c'est la même augmentation quantitative entre l'urbain et l'extérieur, ou est-ce que c'est juste une augmentation qualitative, quoi? Alors, tu as effectivement une augmentation. Quand je parle d'augmentation, c'est souvent quantitatif parce qu'on parle de la biomasse et de la densité. Donc, c'est le nombre de poissons et la taille des poissons. Donc, en fait, il y a vraiment les deux. Ce qu'on utilise pour comparer les zones, pour que ce soit le plus efficace possible, on regarde la biomasse. Parce qu'en fait, tu peux avoir plus de poissons, mais si finalement tu as plus de petits poissons, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on couple les deux mesures, densité et biomasse, pour avoir une idée du nombre, mais aussi de la taille et ce que ça représente dans l'écosystème. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, très bien. La question plus précise que j'avais, c'est est-ce que cette augmentation de la biomasse, est-ce qu'elle était équivalente pour les zones urbaines et les zones non urbaines, ou si cette augmentation était un petit peu moindre ?
C'est justement tout l'intérêt de ma thèse. Je suis en cours de thèse, donc je n'ai pas encore officiellement tous ces résultats-là. Ce que je peux te dire, c'est que peu importe que ce soit urbain ou pas, tant qu'il y a de la protection, ça fonctionne et il y a plus de poissons dans la zone protégée qu'à l'extérieur. Au niveau des chiffres, il y en a certes moins, mais ça fonctionne quand même. Donc les zones protégées en milieu urbain fonctionnent. C'est ce que je vais démontrer dans ma thèse. Je t'enverrai les papiers si tu veux. Merci d'avoir joué le jeu de cette série de questions-réponses. Oui ? Ah, mais bien sûr, on va remercier Anne-Sophie. Tu n'étais pas là, mais on a beaucoup parlé de toi. Une standing ovation pour Anne-Sophie Coldefille, qui accompagne tout ce programme de ma thèse en 180 secondes, qui est donc la vice-présidente Sciences et Sociétés au sein de l'Université Côte d'Azur. Voilà, bravo. Et donc, ça y est, le jury a délibéré. Je vais délester du micro. Je vais vous inviter à vous rasseoir. Et de toute façon, vous allez venir peut-être... oui, non, remarque... oui, mettez-vous là, pour l'instant. Alors, on va commencer avec notre première catégorie du prix, qui est le prix des lycéens. Et donc, j'appelle Anne-Sophie Coldefille, vice-présidente Sciences et Sociétés, qui va remettre ce premier prix à l'une ou l'un de nos candidats. Attends. C'est pas moi. Celui-là, oui, c'est ça. Bon, avant tout, bravo à vous toutes, parce que vous avez bien réussi. Et je sais que c'est difficile. Vous avez fait plein d'efforts et c'était une belle soirée. Et merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous remettre le prix des lycéens qui ont voté cet après-midi. Donc cet après-midi, il y a 5 classes de lycéens qui ont voté. Et donc j'appelle Margot Sanchez, prix des lycéens. Et merci. Bon, ils sont plus là du coup pour. Merci beaucoup. Et merci à Anne-Sophie et Isabelle. Vraiment, j'insiste parce qu'elles ont fait un boulot fabuleux. C'est gentil, merci. Bravo. Bravo. Et donc, ce prix des lycéens a permis de donner 1 000 €, voilà, pour poursuivre et agrémenter ces travaux de recherche. Alors, nous allons maintenant remettre le prix du public, à savoir votre prix, le fruit de vos votes. Et donc, j'appelle Yannick de la Fondation Université Côte d'Azur, qui va remettre ce prix du public, pareil, de 1 000 €. Alors déjà, félicitations à tous les participants. Et pour ce prix du public, le vainqueur est Félix Gudin. Bon, moi je peux vous remercier, donc merci beaucoup. Et oui, effectivement, remercier Anne-Sophie et Isabelle. Et tous les potes de la confrérie Châteauneuf, à qui j'ai répété le speech, tout ça. Les potes du labo, à qui m'ont aidé à choisir la magnifique tenue. Et à Nicolas Forger pour l'opportunité qu'il me donne pour faire cette thèse dans laquelle je m'épanouis pleinement. Merci beaucoup. Alors, vient maintenant le vote du jury.
Et donc, nous allons commencer alors, j'appelle la présidente du jury, Anne Villemain, accompagnée du jury au complet. Voilà. Bravo aussi à vous. Et donc, j'appelle aussi Laurent Counillon qui va remettre l'ensemble de ces prix et on va commencer, si vous le voulez bien, par le 3e prix du jury. Très bien, donc l'exercice n'était pas simple, franchement. Bravo déjà à toutes et à tous, quel que soit le classement, on tient à vous féliciter. C'était un agréable moment. Des belles présentations, mais voilà, il fallait trancher. Et donc, le prix du jury, le 3e prix du jury, revient à Florent Bosmel. Et maintenant, le 2e prix du jury. Eh bien, le 2e prix du jury revient à Félix Gudin. Eh oui, ça arrive. Bravo. Oh. Et roulement de tambour, le 1er prix du jury pour Émilie Gentilini. Bravo Émilie. Est-ce qu'on peut-être on leur laisse dire un petit mot à chacun? On va commencer par Julien. On recontinue avec la petite croix. Merci infiniment à vous, jury, de m'avoir classé en 3e position. Je suis vraiment super content, très fier. Je reconnais que j'avais énormément de pression parce que je viens quand même d'une branche qui est assez littéraire, le droit, juriste. On attend de nous d'avoir une bonne prise de parole. Donc merci d'avoir reconnu ça. Et j'espère que je vous ai bien fait comprendre mon sujet et merci infiniment. Merci. Bon, je vais pas faire une redite, mais du coup, je suis un peu gêné d'avoir 2 trucs. Du coup, évidemment, je me suis lancé dans une liste, donc j'ai oublié des gens. Je vais remercier Alexandra aussi pour le briefing sur le texte et tous les gens que j'ai rencontrés sur MT180. Franchement, je sais pas si c'est l'exercice dans lequel on s'est pratiqué, mais j'aime trop le groupe, j'aime trop l'ambiance et j'ai trop envie de vous revoir plus tard. Donc voilà, merci beaucoup. Globalement, on va dire mes remerciements vont se ressembler aussi. Bon, dans un premier temps, je remercie aussi les membres du jury donc pour ce prix. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Bien évidemment, vous, pour votre attention, c'était une super aventure. Et donc, ces 16 participants, vraiment, c'était une super aventure qu'on a partagée. Et exactement, je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'a dit Félix, mais c'était vraiment super. Donc, j'espère qu'on pourra se revoir dans d'autres trucs. Et bien sûr, remercier Isabelle et Anne-Sophie pour leur accompagnement au cours de cette aventure. Merci Émilie. Alors j'invite maintenant l'ensemble des candidates et des candidats à nous rejoindre pour la photo du finish. Oui, absolument. On peut prendre Anne-Sophie et Isabelle avec nous, ainsi que nos partenaires. Je ne sais pas si Yannick est là également. Voilà. Alors, regardez Aurélie qui est sur votre droite.
Voilà, merci encore à toutes et tous, merci au public, ça a été super, vos encouragements. Et puis maintenant, on va poursuivre avec un petit cocktail qui vous est offert. Merci beaucoup, bravo à vous encore une fois, et je vous souhaite le meilleur pour la suite.